c'est Arthur Faure et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie Tech, toujours en compagnie de Romain Pachnas. Salut Romain. Salut tout le monde. Hors de question qu'on fasse de la ASMR dans cet épisode, Romain. Non, on va arrêter ça. Bonjour à tous, c'est Romain. Et puis pour la première fois, on est réunis en physique avec Arthur pour enregistrer cet épisode de La Causerie. Et oui, le premier épisode enregistré en IRL et du coup, on a mis les petits plats dans les grands, lumière tamisée, encens qui brûle. Enfin, on s'est mis bien, quoi. Ouais. On espère vous faire le meilleur épisode à ce jour de La Causerie Tech. Exactement, un petit épisode chill. Tu nous annonces le plan ? Alors, on va traiter de plusieurs sujets aujourd'hui. On va traiter des annonces Amazon du 25 septembre, donc c'est tout frais. On va aussi parler de la thématique du jeu vidéo en partant du service de streaming de jeux vidéo Luna, présenté par Amazon aussi. On est dans une certaine continuité. Et on ouvrira, du moins on terminera ce podcast en parlant de notre propre organisation du téléphone, parce que c'est l'actualité. On a vu iOS 14 arriver il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas en traiter. Ouais, ça a pas mal changé les méthodes d'organisation de certains. On a aussi des méthodes qui nous sont un peu propres et qui peuvent peut-être vous intéresser aussi pour améliorer tout ça. Donc c'est notre petit débat de fin. Voilà, pourquoi pas vous donner des petits tips. Ouais, c'est le but. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Romain, je te laisse introduire du coup ce sujet des produits Amazon, des nouveautés Amazon. Tout à fait, donc le 25 septembre 2020, là il y a peu, Amazon a sorti directement, a annoncé en tout cas ses nouveaux produits, avec pas mal de nouveaux produits en fait. Le premier gros changement c'est sur la gamme Echo, donc tous les appareils où il y a Alexa intégré, les enceintes connectées d'Amazon, avec déjà un bon redesign sur l'Amazon Echo et l'Amazon Echo Dot, qui sont les deux produits principaux là-dessus. Avec un design sphérique maintenant. Avant c'était une tour, c'était arrondi mais c'était une tour. Alors que là on a vraiment des petites sphères, d'une certaine taille pour la Echo et un petit peu plus petit pour la Echo Dot, avec des prix qui, il me semble, restent à peu près dans ce que c'était déjà avant, 100€ pour la Echo et 60€ pour la Echo Dot, avec, on peut s'y attendre, de nombreuses promos qui vont arriver, certainement avec les fêtes. C'est des produits qu'on peut très facilement trouver à 50%. Le Black Friday qui arrive à grands pas, et ils y comprennent pas. Réduction directement, comme chaque année, des réductions très importantes. L'année dernière, l'Echo Dot qui était passé à 25€, qui était donné. Vraiment, si ça vous intéresse, on vous conseille grandement d'attendre le Black Friday et les offres de Noël qui vont arriver et qui vont certainement très vite casser les prix. Alors pour moi, je trouve que c'est un assez joli redesign. Pourquoi pas ? Ils ont gardé l'excellente feature. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment sur la gamme Echo par rapport à du Google Nest ou même au HomePod, c'est qu'il y a le petit anneau lumineux qui indique que quand vous parlez à Alexa, elle a bien compris, elle est bien en train de vous répondre. Ça, moi, je trouve ça très agréable d'avoir un feedback visuel en permanence. Et c'est le seul assistant qui propose ça, et ça ils l'ont gardé sur ce nouveau design avec un peu plus de place pour les haut-parleurs, apparemment aussi une meilleure qualité de son. Donc ça me semble plutôt bien comme update. Ouais, alors moi aussi, je pense que le design est plutôt au profit du son, parce qu'un design rond, étant donné que c'est une enceinte qui a pour volonté de se placer dans le salon, envoyer un son un peu dans tous les sens, je pense que le design rond est plutôt le bienvenu. Comme tu l'as dit, le cercle lumineux, c'est quelque chose d'assez judicieux. Moi, j'ai une Sonos One, comme on a dit dans un des précédents épisodes, qui ne possède pas du coup d'anneau lumineux, qui a juste une petite LED qui affiche lorsque Alexa est en marche. Donc c'est vrai que c'est toujours le bienvenu, c'est cool qu'il l'ait gardé en tout cas, et pour moi le design est validé, toujours les mêmes couleurs, on a du anthracite, noir et blanc. Je sais pas si les nouvelles couleurs qui étaient apparues avec les Echo Dot les derniers sont présentes, il me semble pas, il y avait une espèce de corail et un petit bleu, un baby blue un petit peu, qui était assez sympa, mais je sais pas si ça s'est très bien vendu dans un intérieur, c'est pas assez discret je pense en tout cas. Mais pas mal. Et niveau son aussi, c'est là où il y a l'air d'avoir une grosse amélioration. C'est pas plus mal pour titiller un petit peu Google, qui a aussi décidé d'augmenter la qualité sonore de ses enceintes. On essaie de rester cohérent et à des tarifs toujours assez bas. Il me semble que ça a pris 10€ à peu près. On était sur du 89€, je crois, pour la Echo normale. Ouais, il me semble qu'ils l'ont monté discrètement. Après, c'est des petites augmentations. Et vu les promotions
qui vont arriver dessus. Personne ne paye. C'est pas quelque chose, je pense, à vraiment prendre en compte. Le tarif de base, au final, est que peu important, étant donné le nombre de réductions qui vont arriver extrêmement vite, comme d'habitude, sur la plateforme d'Amazon. Tout à fait. À côté de ça, ils ont aussi introduit un nouveau produit dans cette gamme Echo. Ça s'appelle le Echo Show. Donc c'est pareil, un assistant Alexa qui est doté, celui-ci, d'un écran de 10 pouces, donc une taille raisonnable, avec une grosse spécificité, c'est que l'écran va s'orienter par rapport à vous. Donc l'idée, c'est on le place dans sa cuisine, par exemple. Pendant qu'on cuisine, l'écran va nous suivre, en fait, pour qu'on y ait toujours accès visuellement. Si on a mis la recette de cuisine qu'on est en train de faire sur notre Echo, on va la voir peu importe où on est dans notre cuisine, et ça peut s'appliquer également si on est en train de mettre une vidéo, je pense que c'est possible, de voir la météo ou des choses comme ça. C'est assez étonnant, à la fois intéressant, et ça reprend un petit peu le principe qu'on avait à un moment sur les portals de Google où la caméra suivait l'utilisateur. Facebook Portal, ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment l'écran qui nous suit. D'un côté, c'est intéressant, je pense, en termes d'interaction entre l'utilisateur et le produit. Ça pose un petit souci, une petite question en tout cas sur le côté vie privée, parce que là, ça veut dire qu'en permanence, l'image est analysée et vérifiée pour trouver la présence d'un humain et suivre son déplacement. Ça pose des vraies questions là-dessus. T'en penses quoi ? Est-ce que c'est un vrai problème à ton avis ? Pour moi, c'est pas un problème parce que je suis déjà extrêmement écouté par le Jeff Bezos via mon enceinte Amazon, donc honnêtement qui me regarde, bon, je suis plus à ça près. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question par rapport à ça, niveau vie privée et niveau observation, parce que là on n'est plus juste sur une écoute sonore, on est aussi sur de la vision de ce qui se passe chez soi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors je voudrais juste revenir sur le moment où tu as dit que c'était un nouveau produit. C'est un produit qui existait déjà chez Amazon. C'était un Echo Show qui avait du coup ce nom-là, mais qui n'était pas du tout orientable, qui n'avait pas le même design, pas une interface aussi poussée, qui servait juste à afficher certains... Au final, ils ont créé certes un nouveau produit, mais en partant d'une copie pas totalement vierge, étant donné qu'ils avaient déjà quelque chose. Là aussi, on peut voir totalement une concurrence du coup aux produits d'Apple, pas d'Apple, de Google. Le Nest, je sais Hub, il me semble. Un truc comme ça, oui, c'est un avec peu compliqué, un écran, les noms dans ces... avec un écran. Et là, du coup, on a l'impression que c'est un petit peu un mix entre du coup le Nest Hub, il me semble, et le portal de Facebook, du coup. Donc il y a vraiment un vrai intérêt. En tout cas, pour parler du design, parce que c'est ce qu'on a fait juste avant avec l'Echo Dot et Echo normal, le design est plutôt cool. On reprend aussi cette sphère au pied en rajoutant du coup un écran qui m'a l'air assez grand, qui est plutôt cool du coup, et qui tranche un peu avec ce que Google a fait, qui est un écran très petit, qui fait même pas 7 pouces il me semble. Donc l'intérêt est moindre, et là moi je trouve que c'est plutôt sympa pour des recettes de cuisine, des choses comme ça dans un salon. Ça peut être le bienvenu, d'autant plus, je sais pas, il y a une caméra du coup j'imagine pour la reconnaissance. Une caméra de 13 mégapixels en effet. Donc ça pourra permettre de faire de la visio. Ouais, c'est bien le but forcément de ces produits, et là encore c'est un concurrent au portal de Facebook qui propose comme feature principale justement la visio. Par contre c'est un produit à 249,99€, donc bien plus cher quand même que les Echo à ce niveau-là. L'atout de l'écran sur ces produits, sur de l'appel, sur de la visio, pourquoi pas. Sur le reste, je sais pas vraiment si ça apporte une grande valeur. Aujourd'hui, je connais personne qui a utilisé un produit de ce type, que ce soit un Google, un Amazon, autour de moi. Moi non plus, honnêtement, j'ai eu aucun retour là-dessus. C'est vrai que ça peut être un petit peu un produit de niche pour fans de la tech, ou pour maman aimant beaucoup passer de temps dans la cuisine et suivre ses recettes marmitons. Mais honnêtement, mettre 240 €... Un peu cliché, ça. Ouais, mais il faut que... Voilà, pour mettre 240 € dedans, il faut avoir un vrai intérêt, je pense. La visio, ça peut l'être. Portal n'est pas donné non plus. On est à 199 € pour la première version de Portal. Tout à fait. On est légèrement au-dessus, de 50 €. Ouais, pourquoi pas. Après, quel service va être utilisé pour de la visio ? Amazon, pour l'instant, n'a pas de service de visioconférence. Donc, comment ça va être introduit ? Je sais pas. À voir. Comment ils l'ont introduit ? J'en sais rien. Ouais, c'est complètement à voir, à découvrir. Ça pourrait être bien dans un futur épisode, si on arrive à avoir des retours, un petit peu aussi de voir le succès de ce type de produit. Parce qu'on n'a pas vraiment d'informations à ce jour-là. Donc ça peut être intéressant d'analyser ça. Je sais absolument pas comment ça se vend, la quantité d'utilisateurs déjà sur les anciennes versions, et même pour Portal, honnêtement, je ne sais pas qui utilise ça. C'est ça.
Donc, et peut-être voir les vrais usages qui sont dispo. Alors, à côté de ça, dans des produits un petit peu fun aussi, qu'Amazon ont annoncé à ce moment-là, c'est la caméra Ring. Alors, c'est une caméra de surveillance pour chez soi, quoi. Pour se protéger des potentiels voleurs, enfin voilà, pour sécuriser sa maison, avec une fonctionnalité assez étonnante, c'est que cet objet Ring est conçu d'une base et d'un mini drone qui va pouvoir se déplacer finalement dans la maison, dans l'appart, et transmettre avec la caméra voilà, la vision, et donc donner plusieurs angles de vue d'un même point. Et donc s'il détecte une présence, le drone va s'élever et se balader dans la pièce. Donc ça a un double effet déjà d'avoir accès à une caméra toujours bien placée, on va dire, et en plus de ça de faire un peu flipper, je pense, le potentiel voleur quand il y a un drone qui s'éveille, qui vole et qui apparemment fait un peu de bruit, hein, d'après ce qu'a dit Amazon. Je pense que ça met un petit coup de stress. Donc sur ça, je pense que c'est peut-être très efficace comme système d'alarme en fait, techniquement. Après, c'est un concept un petit peu étrange et un petit peu réduit. C'est-à-dire que le drone, on peut pas le contrôler à la main. Il n'y a que des trajets préenregistrés. D'ailleurs, on n'a pas encore d'informations sur comment on préenregistre ces trajets qui peuvent être effectués par le drone. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, au lieu de bombarder sa maison de caméras dans tous les coins, il suffit d'avoir un drone qui va se déplacer et proposer plusieurs angles de vue. Et pareil, quand il est dans sa base, en fait, la caméra est dans le boîtier, et du coup, il n'y a pas de point de vue lorsque le drone est posé dans sa base. Donc c'est un petit peu étrange ça aussi, ça veut dire que la base en elle-même n'est pas un point de vue. Tant que le drone décolle pas, on n'a pas de vision sur sa maison. C'est un produit étrange, rigolo. Est-ce que ça va bien se vendre ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Là, j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est un produit qui s'adresse pas du tout à moi. Mais en tout cas, l'idée est plutôt cool. On a vraiment l'impression que c'est un objet qui est tiré de la série Black Mirror, quoi. Ah ouais, tout à fait. Là, on est sur quelque chose qui est fun, qui peut être flippant, du coup, parce qu'on se dit que c'est quand même Amazon derrière. Comme on l'a dit juste avant, ça pose des questions de vie privée. Là, Amazon pourrait peut-être potentiellement se balader dans notre maison avec de la vision. Techniquement, oui. Donc... c'est vrai que l'idée est assez étrange. Je pense que c'est efficace, honnêtement, contre un cambrioleur. Ah, je flippe, moi. Enfin, il m'en faut peu, mais là, je flippe beaucoup. Tu viens d'annoncer que t'es un cambrioleur, Romain, c'est ça ? Non, j'annonce que dans ma propre maison, une alarme, ça me fait peur. Oui, évidemment, moi aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un produit assez marrant, honnêtement. Un peu bizarre, du coup, le fait qu'il n'y ait pas de point de vue quand il est au repos, enfin, qu'il est statique. C'est bizarre. Bon, après, je pense que c'est que du software. Ils peuvent juste débrider cette fonctionnalité. Il y a pas. Non, c'est vraiment que le drone, en fait. C'est que la caméra du caméra du drone, en fait, vient se remettre dans le boîtier. Ah oui, d'accord. Oui. Du coup, elle est vraiment physiquement, elle ne peut pas voir en dehors. Et c'est aussi pour le coup un avantage en termes de vie privée. C'est-à-dire tant que le drone est dans son socle, on sait que absolument personne, même un hacker mal intentionné, imaginons qui arrive à hacker le produit, ne peut pas voir à travers. C'est dans le socle, la caméra est bloquée. Donc de ce côté-là, bon, c'est peut-être plus intéressant en termes de vie privée. Après, ça réduit son utilisation. Ouais, ah oui, clairement. Donc ouais, pourquoi pas, ouais, parce que c'est-à-dire qu'il faudrait une autre caméra aussi pour avoir un point de vue fixe. Alors que là, l'intérêt, ça aurait été d'avoir une seule caméra qui puisse se déplacer, mais qui fait office de caméra classique en étant sur un point fixe en temps régulier, quoi. En plus, vu le design, ça paraît pas grand-chose. Si la caméra était juste placée au-dessus, puisque ça changerait quelque chose au fait que le drone puisse voler, je pense pas, ça a pas l'air en tout cas. Peut-être que le grand atout de ce produit, en fait, c'est juste que c'est un produit auquel on s'attend pas. Je pense que personne n'avait prédit ce type de produit. Il est assez drôle, il est vraiment tiré d'un film de science-fiction. Voilà. Je pense que c'était sympa d'en parler. Ouais, c'est sympa d'en parler. On a des idées sur le prix, des choses comme ça ou pas ? Sur le prix, c'est une très bonne question, ça. Ou ça a été juste annoncé tel un projet ou... Alors je peux checker ça si tu veux parler un petit peu en attendant du Fire Stick, et puis je vais regarder ça. Ouais, alors une petite mise à jour du Fire Stick dans la gamme des produits, pas grand chose, c'était déjà un produit qui était plutôt abouti. Là on a eu quelques features correctes que j'ai même pas spécialement en tête parce que c'était déjà cool. On a du coup la 4K qui est vraiment arrivée dessus, qui s'est développée. Il y a une petite box, alors il y a la Fire Stick TV normale et 4K. Ils ont aussi sorti du coup une version un peu plus grosse qui ressemble un peu plus à une box, un peu comme à la Mi Box de Xiaomi.
Donc une petite box qu'on mettra avec la télé, toujours la télécommande qui est à peu près similaire. Enfin, 3 fois rien comme changement. Juste de quoi la maintenir en vie, et c'est d'autant plus important quand on voit que Google a présenté sa nouvelle Chromecast qui arrive avec une interface du coup qui est Google TV avec une télécommande qui est dessus, une très jolie télécommande d'ailleurs, beaucoup plus jolie pour ma part, que je trouve pour ma part que celle de la Fire Stick, des Fire Stick, puisque étant donné que ce sont les mêmes télécommandes. Donc ouais, pour moi ils ont maintenu la gamme, c'est cool, c'était nécessaire parce que Google contre-attaque dessus. La Fire Stick qui du coup aussi intégrera Luna, dont on parlera un petit peu plus tard, qui va permettre d'utiliser en tout cas Luna au même titre que la nouvelle Chromecast a été présentée en laissant la possibilité aussi d'utiliser Stadia, qui est le concurrent direct de Google du coup. Et c'est là où c'est un sujet un peu drôle. L'Apple TV qui existe depuis bien plus longtemps que ses produits, l'Apple TV ça fait un petit moment qu'elle a été introduite dans sa première version et qui finalement prend énormément de retard. C'est un objet relativement gros, on n'a pas de version un peu light comme on a sur le Fire Stick Lite ou la Chromecast qui peut être très petite. Il n'y a pas forcément de gros services de jeu à part Apple Arcade, mais qui est complètement différent de ce que peut proposer Amazon Luna, dont on va parler très vite, et Stadia. Donc finalement, c'est marrant que dans cette course où Apple avait de l'avance, ils prennent un retard assez conséquent. Ouais, c'est vrai. Apple est arrivé avec une certaine avance. Déjà, le hardware de présent. Ouais, un hardware qui est de plus en plus puissant en plus, donc il peut gérer des flux vidéo assez importants et en envoyer des données. Donc ouais, parce que l'Apple TV, il me semble que c'est 2010, quelque chose comme ça. Ça date un peu, ouais. Donc ouais, ça commence à dater. Ils avaient cette avance qu'ils ont un peu perdu. Du moins, ils sont pas allés vers la même philosophie. On est arrivé vers avec Apple Arcade du jeu vraiment casual. Vraiment casual, là où Stadia et Luna se placent vraiment sur une approche gaming, du jeu vidéo gaming, presque hardcore gaming sur certains jeux, du moins qui pourraient le devenir. Donc on est vraiment pas sur la même philosophie surtout. On va pouvoir plonger dans Luna du coup, ce qui est notre deuxième sujet. Avant tout, donc j'ai pu faire une petite recherche. Donc cette caméra Ring volante, elle sera dispo à partir de 2021 aux États-Unis au moins, au prix de $249,99. Donc le même prix que le Echo Show dont on a parlé avant. C'est un produit tout à fait différent, un petit peu original. Bon, à voir, hein. Ça c'est un peu dans cette même catégorie où... Ouais, à voir honnêtement. Moi pour le moment je vois pas trop l'intérêt, même si je trouve que c'est un produit super intéressant. Le fait qu'on puisse pas avoir une vision d'un point fixe me pose un petit peu souci, mais bon, on verra ça. Et du coup on va pouvoir, ouais, comme tu disais, aller vers le service du coup, et on a un petit peu commencé déjà à aller vers Luna, du coup Luna qui est le nouveau service de streaming jeux vidéo d'Amazon, qui a été présenté il y a maintenant quelques semaines. On est déjà à quasiment 15 jours depuis la présentation de ce service, qui n'était pas réellement une surprise parce qu'il y a eu un rebranding, on va dire, de la partie gaming d'Amazon, qui du coup avait lancé sa partie Amazon Prime Gaming, qui reliait du coup Twitch et qui permettait d'avoir des objets un petit peu spéciaux et des offres et des avantages sur des jeux vidéo, comme c'était possible avant avec Twitch Prime en fait, le fait d'avoir des crédits sur GTA 5 par exemple, tout un tas de petits avantages comme ça qui étaient plutôt cool. Là ils avaient créé une plateforme dédiée du coup à ces éléments là, et qui du coup a permis aussi d'intégrer ce nouveau service de streaming de jeux vidéo. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce qu'on a parlé de Stadia, on a parlé de tout un tas de choses. En fait, le streaming de jeux vidéo, c'est la possibilité d'accéder alors comme une machine à distance en fait. C'est-à-dire qu'on va accéder à une console qui est déportée, qui se trouve sur un serveur, et on va y accéder juste avec une connexion internet et un ordinateur, un smartphone ou une télé connectée / Fire Stick TV par exemple pour Amazon, qui du coup va nous permettre de streamer l'image de cette console et nous-mêmes de contrôler cette image, parce que c'est un jeu vidéo avant tout, donc avec un contrôleur, utiliser une console qui se trouve à distance. C'est un peu ça, on va dire, l'idée du cloud gaming comme on l'appelle. C'est plutôt cool. Bêtement, c'est tout simplement avoir un appareil qui est pas forcément performant, mais pouvoir jouer dessus à des jeux qui demandent beaucoup de ressources, parce que la puissance graphique
et déportés ailleurs, donc là sur les serveurs d'Amazon. Et tout bêtement, c'est ça. C'est pouvoir jouer à des jeux de ouf sur des appareils bas de gamme, moyen de gamme ou très haut de gamme et que ça ne change rien, qu'on ait toujours la même expérience de qualité. Voilà, t'as bien vulgarisé la chose, Romain. Merci beaucoup. C'est clair maintenant. Et du coup, voilà, là, Amazon a décidé de se positionner sur ce secteur, là où Google l'a fait déjà il y a 1 an. Ouais. Stadia qui n'a pas vraiment été un gros succès, beaucoup de latence au début, des choses qui avaient été annoncées qui n'ont pas été tenues, notamment le fait de pouvoir partager sa session de jeu, tout un tas de choses. Et puis ouais, surtout la latence au début, parce que c'est quand même assez important dans le jeu vidéo. Si tu contrôles ton personnage et qu'il y a une demi-seconde de décalage, c'est pas agréable. Ça devient très vite injouable. Ça devient très vite injouable quasiment, et c'est vraiment pas agréable à utiliser. Alors là, Amazon a tapé assez fort en présentant son produit et a clairement attaqué Google en disant qu'ils allaient sortir des features, enfin une offre qui est complète, au contraire de celle de Google, et qu'elle serait complète dès le lancement. Pas de promesses en l'air, etc. C'est le jour du lancement, il y aura ces choses-là. Assez fort de leur part. D'ailleurs, des grosses annonces concernant ça, à noter le partenariat avec Ubisoft, qui sont pas... quand même un gros créateur de jeux. Ouais, un très très gros acteur de l'industrie du jeu vidéo. Donc voilà, la collaboration, du moins un partenariat entre les deux, qui du coup intervient dans un système un peu spécial pour ceux qui connaissent Amazon Prime Video. Sur Amazon Prime Video, on a du coup une offre de contenu qui est déjà relativement large, mais on a la possibilité de s'inscrire à des channels, des chaînes qui ont été créées, par exemple la chaîne OCS qui est disponible dessus, à laquelle on va pouvoir s'abonner en plus de notre abonnement Amazon Prime, c'est-à-dire qu'on a un surplus pour pouvoir avoir le contenu et le catalogue d'OCS par exemple. Et là ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'abonner au contenu proposé par Ubisoft pour avoir une offre de jeux vidéo qui est plutôt cool. Un petit peu compliqué ce fonctionnement. C'est un petit peu compliqué, ça a l'air de bien marcher avec Amazon Prime parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant. Après c'est vrai que ça fait rajouter des sous. Il n'y a pas eu plus d'annonces. Est-ce que quand on va s'abonner à cette chaîne, déjà le prix, parce que pour bénéficier de beaucoup de jeux ça devrait coûter une certaine somme étant donné les jeux, et on va en reparler. Donc ouais, je sais pas comment ça va le faire. Moi je trouve que l'idée est plutôt cool de pouvoir choisir un éditeur ou du moins une maison d'édition de jeux vidéo et de bénéficier de leur catalogue de jeux. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est plutôt cool. Après, à voir surtout les tarifs, en fait, c'est là-dessus que ça va jouer. Les tarifs vont y jouer beaucoup. Après, moi, ce qui me fait peur avec Amazon, et pour moi, c'est le gros souci avec Amazon Prime, donc qui est le service un peu comme Netflix d'Amazon, c'est que c'est pas des interfaces très bien travaillées, pas très performants au final. Tu vois qu'Amazon, ils font énormément de trucs, mais ils vont pas jusqu'au bout dans la conception de ces choses-là. Et pour le coup, sur un service de streaming de jeux vidéo, c'est encore plus important. C'est-à-dire que si l'expérience est mauvaise, s'il y a de la latence, ça va très vite partir en couille. Excusez-moi l'expression, je me suis un petit peu emballé. Quelle vulgarité. Mais clairement, ça pose problème sur Amazon Prime. En tout cas, moi, ça me pose problème en tant qu'utilisateur. Du coup, j'utilise assez peu. Sur une plateforme de jeux vidéo, le problème va être encore plus impactant sur les utilisateurs. Et ça risque de poser souci s'ils n'arrivent pas à faire ce petit pas de qualité en plus qu'ils ont tendance un petit peu à oublier quand même dans tous les services qu'ils intègrent dans leurs abonnements. Ouais, t'as raison, là, l'expérience utilisateur globale sur une plateforme de jeux vidéo est super importante parce que ça peut complètement ruiner l'expérience de jeu. Ouais. Et du coup, au final, ne plus avoir un vrai intérêt. Néanmoins, je trouve que c'est une idée cool. Moi, j'aime bien l'idée du cloud gaming, honnêtement, étant donné que les connexions internet ne vont que s'améliorer maintenant, j'espère et j'imagine. Ouais. Donc notamment avec l'arrivée de la 5G, pourquoi pas, pour pouvoir jouer n'importe où, dans les transports en commun, sur son téléphone, jouer à des gros titres, ça pourrait être incroyable. Et ça réglerait pas mal de problèmes hardware, de puissance, on va dire, sur des téléphones ou d'autres appareils, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ce concept, mais c'est vrai qu'il faudrait que tout soit bien pensé, et là il faut penser sur un ensemble, pas juste des petits points, etc. C'est d'ailleurs ce que n'a pas fait Google, et je pense que c'est une des raisons de leur échec. Et en même temps, sur ce secteur-là, un petit peu global, si on le prend au sens de streamer de la puissance déportée pour jouer à des jeux vidéo ou autres, il y a pas mal d'acteurs différents avec des approches différentes. On peut parler du français Shadow PC, qui propose complètement des PC
à puissance déportée, donc sur n'importe quel ordinateur, on peut accéder à un ordinateur de bonne puissance, que ce soit pour faire des jeux vidéo ou plus bêtement pour faire de la bureautique, pour faire tout ce qu'on peut faire sur un PC. Et à côté, on a aussi Microsoft, par exemple, avec son Xbox Game Pass dont tu me parlais dans l'après-midi, qui, pour un certain abonnement, permet de jouer à énormément de jeux en illimité, que ce soit sur sa console ou même sur les PC Windows, peut-être plus tard l'étendre sur d'autres plateformes. Donc il y a plein d'approches différentes, plein de stratégies différentes, c'est-à-dire qu'Amazon, à part le Fire Stick, a un environnement qui lui est propre, trop important où on pourrait utiliser ce service. Donc je sais pas quel type de service va gagner, c'est des approches très différentes, avec des expertises très différentes aussi, hein. Quand tu vois un Microsoft avec tout le service Xbox, ils ont quand même une expertise dans ce domaine-là du jeu vidéo, hein. Une bonne expérience désormais, là où Google et Amazon l'ont beaucoup moins. Donc qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, t'as raison. Alors, surtout, moi je mettrais Shadow PC quand même, qui est de la société Blade d'ailleurs. Shadow PC, je le mettrais vraiment à part parce qu'on est vraiment sur le streaming d'une puissance brute, d'une puissance qui peut servir pour des professionnels ou pour tout un tas de choses. Voilà, c'est un petit peu différent. On n'est pas vraiment, alors même si c'est quand même plutôt bien vendu sur le côté gaming, et c'est d'ailleurs vraiment mis en avant par les influenceurs choisis pour en parler. Moi je le mettrais quand même à part parce qu'on n'est pas du tout sur la même approche là. Le cloud gaming en tant que tel, on est plus sur une approche de simplifier l'expérience de jeu et l'apporter à tout le monde, vraiment une démocratisation du jeu vidéo qui n'est pas vraiment le cas je pense sur un Shadow PC qui est beaucoup plus compliqué. Au final on a juste un PC, donc avec toute la liberté que ça offre, là on est vraiment sur du jeu vidéo pur et dur. Mais t'as raison de parler du Game Pass par contre, qui est un petit peu différent. Le Game Pass, qu'on a quand même la possibilité de télécharger le contenu sur sa console ou sur son PC. Donc ça change et ça règle beaucoup de soucis. Par contre, ce qui est très bien, c'est que à partir du moment où on s'abonne au Game Pass, on a le catalogue du Game Pass. Donc tous les jeux qui sont dessus, des gros titres, hein, on peut noter Forza, le dernier Flight Simulator, enfin tout un tas de gros jeux. Le rachat de Bethesda par Microsoft peut aussi laisser présager que du bon. Donc c'est plutôt cool, et il y a surtout pas de surplus quoi à payer. C'est ça là où ça peut pêcher du côté d'Amazon et de Luna avec ses channels, où il va falloir rajouter combien pour s'abonner à Ubisoft qui ne pratique pas des petits tarifs sur ses jeux vidéo en temps normal. Après ça apporte des gros titres, des titres qui sont vraiment conséquents. Assassin's Creed Valhalla. Qui n'est même pas sorti, qui est déjà annoncé sur Luna le jour de la sortie. Donc c'est assez incroyable. Watch Dogs Legion aussi. Donc bon, c'est des gros titres, d'autres gros titres qui existaient déjà. Control, Grid, le dernier Resident Evil aussi qui arrivera sur Luna. Donc plutôt cool. Ça a l'air d'être assez large, mais du coup ouais, il faudra s'abonner à des channels. À double service dans un même service, c'est un petit peu étrange. Ouais. Alors, on n'a pas parlé du tarif de base qui est de 5,99 en Early Access. C'est bien précisé en Early Access, donc à combien ça va monter. Là, actuellement, le Game Pass, c'est à 9,99, il me semble, pour le Game Pass normal. Il monte jusqu'à 13,99 avec le côté PC, il me semble, il faudra vérifier ça, mais il me semble que c'est ces tarifs-là. Donc, ouais, on n'est pas du tout sur la même offre, c'est un petit peu spécial. Mais l'offre de Microsoft risque d'évoluer, hein. Je pense que dans les prochaines années, ils vont pas rater cette vague-là. Ils sortent une Xbox Series S ouais. Sans lecteur de disque, complètement dématérialisé, avec un peu moins de puissance. Ce serait vraiment très étonnant que dans les 2-3 prochaines années, ils sortent pas un service très quali comme ça de jeux vidéo avec une puissance déportée. C'est pour ça, ils ont déjà cette offre-là qui risque d'étendre dans cette direction. Donc on peut les considérer, je pense, sur le long terme, sur le moyen terme du moins, comme des futurs concurrents et des offres qui vont se valoir. Ouais, et puis ils ont déjà beaucoup commencé à communiquer sur leur Game Pass, sur leur console du coup en full démat comme tu le disais, mais qui a quand même beaucoup de puissance à l'intérieur. Ouais, ah oui non, et qui permet donc d'installer ces jeux du catalogue si on n'a pas beaucoup de connexions, des choses comme ça, et qu'on veut bénéficier d'une expérience de dingue. Parce que ça nécessite une très grosse connexion pour jouer sur de la 4K, qui sera disponible du coup sur les prochaines Xbox, de la grosse 4K. Il faudra de la puissance. Donc là, Microsoft amène du hardware très solide. Et honnêtement, c'est quelque chose qui peut aussi pêcher du côté d'Amazon, du côté de Stadia et tous ces autres acteurs qui ne reposeront que sur du débit.
et qui peut être problématique. En France, par exemple, il y a encore beaucoup de zones blanches. Et puis en termes de stabilité aussi, tout bêtement, mais les connexions, même dans les grandes villes, même quand tu as la fibre, des fois il y a de l'instabilité. Et quand tu joues en streaming comme ça va complètement détruire ton expérience pendant le moment où ta connexion varie. Donc c'est des problèmes qui sont pas encore réglés, même dans les grandes villes françaises. Et ouais, carrément. Donc c'est pour ça que le hardware a toujours son importance, je pense, dans le jeu vidéo. Ça va décroître avec l'arrivée de la 5G, j'espère. Bon, on verra ça. En tout cas, à suivre de près le service Luna d'Amazon et plus généralement le cloud gaming, voir comment ça évolue. Est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent à ce système de location, même pas de location, d'abonnement du coup à un service de jeux vidéo, à voir. Après, beaucoup de joueurs sont déjà maintenant totalement en accord avec l'idée de payer juste le fait de se connecter en multijoueur sur des jeux vidéo. Là, si on leur propose du contenu avec, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ouais, pourquoi pas. Bon, on termine peut-être ce sujet, on va passer sur un sujet vraiment plus détente pour terminer ce podcast. Parler d'organisation de téléphone. Comment on range nos apps, quelles sont nos apps préférées, s'il y en a qui vont un petit peu dans ce mood-là. Qu'est-ce que iOS 14 a changé à nos habitudes ? Est-ce que ça les a changées d'ailleurs ? Toi, vas-y, donne-nous ton ressenti un petit peu. Et ben moi, ça a changé un petit peu, mais ça a surtout... je suis allé dans une continuité de ce que je faisais déjà. J'adopte un peu la technique Léo Duff, qui est, pour ne pas le citer, le fait de minimaliser, on va dire, son interface de l'iPhone, réduire les applications présentes, totalement même les supprimer de ces pages, pour préférer la recherche par Spotlight et du coup lancer ces applications une par une au final et quand on veut, ce qui permet de passer moins de temps sur son téléphone parce que une application en emmène une autre, en entraîne une autre, on voit la petite notification, la petite pastille au-dessus, ça c'est le piège quoi, on veut la faire disparaître donc on ouvre l'appli et au final on perd un temps monstre. Donc j'ai adopté cette technique depuis maintenant plusieurs mois, plus de 6 mois, où je n'ai plus d'application sur ma page principale. Ouais. Voilà, ce qui faisait plutôt vide jusqu'à présent. Et là, du coup, iOS 14 a quand même amené les widgets qui sont plutôt cool. Alors moi, j'ai organisé un peu spécialement du coup ma page, qui du coup n'est qu'une seule. On a une seule page sur mon téléphone avec des widgets, donc avec un gros widget, la taille maximale en haut, dans lequel on peut swiper et changer du coup le widget. Donc avec une pile intelligente. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis le calendrier, mes raccourcis Siri qui sont plutôt cohérents et la météo, quelque chose d'assez basique. J'en ai mis 2 petits juste en dessous, les batteries du coup de mes appareils, que ce soit de ma Watch, mes AirPods et de mon iPhone, et à côté l'utilisation, mon temps d'écran. Donc voilà, comme toujours ça, dans cette démarche de faire réduire, attention, voilà, de réduire. C'est ça, donc une interface vraiment basée sur l'information, qui va juste m'apporter des informations au premier coup d'œil, et pour moi c'est la meilleure utilisation me concernant de mon téléphone. J'avais pas besoin de plus quoi. Ouais. Donc, et du coup, tu as sélectionné aussi des informations qui vont pas t'attirer dans une application. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la météo, tu la vois, tu as besoin de rentrer dans l'appli. C'est pas le feed de news ou les musiques que tu préfères ou les choses comme ça. C'est vraiment du contenu informationnel qui te suffit en lui-même. C'est quelque chose qui va pas du tout m'attirer et me faire lancer une application, du moins. Là j'ai tout, j'ai mes rendez-vous, mes cours, tout un tas de choses dans mon agenda, et c'est ce que je vois en fait en premier, et j'ai pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu l'information, je ferme mon téléphone et c'est terminé. Il y a plus ce souci-là, ça invite pas à l'interaction en tout cas. Donc c'est plutôt cool. J'ai aussi d'ailleurs enlevé quasiment toutes mes notifications de l'iPhone, mis à part ma messagerie, mes SMS, mes appels, Snap que j'utilise quand même beaucoup en messagerie classique, qui a vraiment remplacé quasiment mes SMS, et c'est tout. Exit les notifications Instagram, Twitter, etc. qui au final te font perdre un temps fou. D'autant plus que du coup j'ai l'Apple Watch SE et on en reparlera, et on avait terminé le dernier podcast dessus, donc j'ai craqué. Mais avoir une Apple Watch, c'est aussi recevoir ses notifications sur son poignet et recevoir des notifications incessantes de Twitter, Instagram et tout un tas de choses. C'est ingérable. Donc j'ai totalement exit ça. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as pu changer avec iOS 14 dans ton organisation d'interface ? Je vais te raconter ça. Après, il faudra quand même qu'on parle des résultats de toute cette modification dans tes habitudes. Alors, moi aussi, ça fait peut-être 1 an que j'avais adopté cette méthode Léo Duff qui consistait bêtement, avec iOS 13 avant, de
ranger à peu près toutes les applications dans un dossier, le mettre en page 2 et du coup avoir un écran d'accueil complètement vide et utiliser, comme tu disais Arthur, la recherche Spotlight. Donc sur l'iPhone, il suffit de glisser depuis l'écran d'accueil de haut en bas et donc ça affiche une barre de recherche. Là on tape le nom de l'application et on la lance, donc vraiment dans ce but de pas être attiré, parce que du coup on voit jamais les petites puces de notification, on voit pas aussi l'appli où on sait qu'on va avoir du contenu facile, faut qu'on la cherche, faut qu'on la veuille vraiment et qu'on tape quelques lettres sur le clavier. Ça permet déjà de pas passer de temps à chercher des applications qui sont rangées super loin, parce qu'on utilise tout le temps la recherche, c'est rapide, c'est efficace, et surtout d'être moins diverti. Moi j'ai vraiment ressenti, je pense que mon temps d'usage de téléphone a baissé facilement de une demi-heure, 3/4 d'heure par jour en appliquant cette technique. Vraiment, et en fait c'est pas du tout gênant. C'est-à-dire qu'on se rend juste compte qu'on fait ce qu'on a envie et pas ce qui nous attire quand on s'ennuie. Et grâce à ça, on retrouve un peu aussi le temps des fois de se dire « Ok, j'ai rien à faire, mais je vais pas ouvrir mon téléphone, choper la première appli que je trouve. » Bah non, on ouvre, il y a rien, tu vois. Faut qu'on sache ce qu'on veuille faire. Du coup, on rééteint, on se dit « Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour. » Et pour le coup, c'est un vrai changement. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est une technique que je recommande, qui fait... bien sûr un peu técos, ça fait un peu celui qui veut faire différemment, mais en réalité, ça apporte vraiment quelque chose au quotidien, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, je veux juste rebondir sur ce que tu disais juste avant, où on se retrouve à ouvrir notre téléphone et au final, on se dit, bon, on va pas lancer telle appli. C'est vrai qu'au début, on se sent con à déverrouiller son téléphone pour rien et à regarder. Moi, et encore maintenant, parfois, ça m'arrive de juste le déverrouiller, regarder et je dis, putain, mais j'ai pas de notification. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Et je me dis, est-ce que je lance telle appli et tout? Je dis, mais non, il faut que je la cherche. Et en fait, là, tu te sens con parce que t'as déverrouillé ton téléphone au final pour rien et je le reverrouille et je le mets dans ma poche. Et au final, je pense que c'est un peu une thérapie, tu vois, au final, de se rendre compte que t'es con, en fait. Et que j'étais... Désolé, Romain, c'était pas visé comme ça, mais tu te rends compte que ton utilisation du téléphone est un peu... Elle est addictive, complètement addictive. C'est ça, et pas du tout raisonnée. Et pour parler des résultats, comme tu disais juste avant, c'est vrai, moi aussi, j'ai gagné beaucoup de... Du moins, j'ai perdu du temps d'utilisation de téléphone. Ouais. Maintenant, j'ai gagné du temps où je suis plus conscient, où je suis pas en train de juste zapper sur mon téléphone, de swiper de contenu en contenu pour voir au final pas grand chose, avoir perdu mon temps sur certaines applications. Et c'est vrai que ça fait vraiment tes causes de vouloir se déconnecter, etc. Ça peut faire un petit peu je suis dans la hype. Moi, je le ressens pas comme ça. Je me dis que c'est bon, il faut y passer parce que ça devenait et ça devient chez un peu tout le monde assez grave entre guillemets, où on utilise notre téléphone pour certains plus de 6 à 7 heures par jour. Et c'était mon cas, honnêtement. L'année dernière, je me suis rendu compte ça piquait, ça. Que j'utilisais mon téléphone plus de 7 heures par jour, en plus de l'utilisation de mon Mac. Là, t'es passé énorme. À combien du coup? Là, je suis en moyenne à 5 heures maintenant, même pas 4-5 heures. Ça dépend en fait. C'est toujours pas mal, hein. C'est déjà beaucoup. Toujours impressionnant. C'est déjà beaucoup. Après, je fais pas mal de choses sur mon téléphone. Le contexte aussi de rester à la maison et de voir beaucoup moins de personnes. On est toujours dans la période post-Covid, très proche du post-Covid. Donc on est encore à la maison, encore sur nos écrans d'ordinateur, etc. Le téléphone à côté. Donc on l'utilise pour se divertir un petit peu. Mais ça diminue beaucoup, enfin la diminution est quand même assez drastique. Là maintenant, passer 5 heures sur mon téléphone, je trouve que c'est plus grand chose par rapport à avant. Ça a diminué, mais ça fait que décroître en effet. Ok, moi j'étais plutôt sur du 3h30 on va dire avant par jour. Là je suis maintenant entre 2h30 et 3h par jour, ce qui est important. Après voilà, c'est des utilisations qui varient, qui sont plus ou moins utiles. Mais du moins il y a cette prise de conscience et le fait, ce que tu parlais tout à l'heure sur les notifications également, ça c'est vachement important, c'est quelque chose qui change pas mal l'utilisation. Désactiver toutes les notifications qui sont pas des messages directs, qui sont pas des appels, ça fait gagner un temps et une liberté de fou, parce qu'on se retrouve avec dans une journée peut-être 3 fois moins de notifications dès qu'on n'a pas tous ces appels là. Et donc c'est une très bonne pratique, je pense. Je vous invite à tester en fait. Moi je vous invite surtout à aller voir le nombre de notifications que vous recevez par jour dans l'application. Alors pour ceux qui sont sur iOS, allez dans le temps d'écran du coup qui se trouve dans les réglages et regardez votre utilisation, alors la moyenne quotidienne dans la semaine que vous utilisez votre téléphone, mais surtout regardez le nombre de notifications que vous recevez et c'est assez incroyable. Moi j'étais à quasiment plus de 200 notifications par jour. Des notifications pour la plupart inutiles et qui m'invitaient juste à utiliser telle ou telle application pour au final pas faire grand chose après quoi. Ouais, carrément.
Et après, pour revenir sur ces nouveaux widgets d'iOS 14, alors moi je les ai testés les premiers jours, j'en ai mis quelques-uns sur mon écran d'accueil, et puis finalement, j'en ai pas vraiment l'utilité. Je me suis tellement habitué à cet écran d'accueil vide, où j'ai juste une jolie image, je suis content, que les widgets finalement ça me dérange, ça fait du surplus d'infos, je les ai calés dans mon petit centre de notification à gauche. Donc quand je veux accéder à la météo, à l'état de ma batterie, à mon temps d'utilisation aussi quotidien que j'ai mis dans cet écran-là, je peux y accéder. Mais finalement, je me suis habitué à cet écran vide où j'ai juste une image. C'est cool, je suis content. Et ça me convient pas mal comme ça. Donc ça dépend des gens. Ça dépend des préférences, je pense. Moi, honnêtement, maintenant, mon téléphone, pour les 3/4 des fois où je le déverrouille, sert seulement à regarder en fait ma page et avec les infos que j'ai dessus. Donc honnêtement, j'ai quasiment même plus besoin de mon téléphone étant donné que j'ai la watch. Il suffirait juste que je mette mes rendez-vous, etc. Rien que sur mon Mac et que ce soit connecté à ma watch si je l'avais en cellulaire par exemple. Et en fait, j'aurais les infos dessus et ça me suffirait amplement. Et du coup, on va vraiment vers, pour moi en tout cas, je me rends compte que je vais vers le fait de supprimer, on va dire, du moins diminuer, on va dire, l'impact du téléphone et son utilité. L'utilité de l'interface, etc., pour moi a beaucoup moins d'importance maintenant. Le fait d'avoir un téléphone avec beaucoup de choses à faire dessus, c'est de moins en moins utile. Donc en vrai, vraiment vers le fait de minimaliser, on va dire, la tech. Pourquoi pas l'avoir à terme juste au son dans mes AirPods, pouvoir avoir toutes mes informations juste au son. Là, on va vers de l'extrême, tu vois, mais je me rends compte qu'au final, pourquoi pas. C'est pour ça que les lunettes connectées avec très peu de choses, pour moi, ça remplacerait totalement un téléphone ou une chose comme ça, tu vois. J'aurais pas besoin de plus. C'est intéressant. Faut voir ce que ça donnerait, parce qu'il y a quand même 5 heures de téléphone par jour. Oui, bien sûr. Il faut pas négliger. Quoi. Alors 4h36, je viens de regarder pendant que tu parlais. Ok, 4h36 précisément cette semaine, qui vont peut-être pas disparaître comme ça. Bien sûr. Mais par contre, c'est peut-être aussi la suppression de cet entre-deux qu'est le téléphone, et pour peut-être le remplacer par le potentiel combo montre-tablette, ou montre ordi portable, et peut-être qu'on va vers ce type d'usage où on aura plus un appareil quotidien qui est toujours avec nous, toujours sur nous, toujours accessible avec le minimum, vraiment que le très utile, que le cœur des informations, et après un appareil un petit peu plus important où on peut vraiment consulter des informations, on peut vraiment regarder des informations de manière agréable, travailler même un petit peu. C'est peut-être cette direction finalement qu'on prend sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça, avoir un seul appareil pour un petit peu tout faire, un all-in-one qui pourrait être vraiment cool. Moi j'aimerais bien. En vrai, c'est une vision aussi qui est plutôt cool. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous invite à vraiment aller voir votre utilisation et à réfléchir sur votre utilisation du téléphone, votre utilisation des écrans en général, qui pour beaucoup est excessive, et moi le premier, honnêtement. Et sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est devenu extrêmement naturel. Après tant d'années, je peux maintenant utiliser des écrans quand je regarde le temps d'utilisation de mon ordinateur portable que je la combine du coup à celle de mon téléphone. En fait, je me rends compte que 80% de mon temps dans la journée en fait est utilisé par des écrans. Ou du moins, je le passe face à des écrans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Mais c'est intéressant, je pense, pour entamer cette thérapie technologique, quoi. Ouais, c'est un sujet important. Je pense, voilà, comme tu le dis, faut s'y pencher dessus. Et si vous pensez que c'est un souci, que c'est gênant dans votre quotidien, essayez de tester les méthodes. Là, on vous en propose, mais il y en a énormément d'autres. On vous a parlé d'une technique en particulier, il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez trouver, que vous pouvez adopter. À un moment, j'avais testé aussi de passer mon téléphone en noir et blanc. Dans les options d'accessibilité sur l'iPhone mais également sur Android, on peut décider de passer son téléphone en échelle de gris et du coup il y a plus aucune couleur, et là l'impact il est encore plus fort. Ah ouais, ça avait été vraiment efficace. Tu perds vraiment l'envie d'utiliser ton téléphone parce que c'est moche, parce que c'est triste, parce qu'il n'y a plus de vie, et en fait les couleurs vibrantes ont quand même un effet très fort sur notre cerveau, je pense, tu vois, très attirant. Et en le passant en gris, là, il y a vraiment une chute tout aussi importante d'utilisation, même peut-être plus importante d'utilisation que la technique un peu Léo Duff de rangement des applications. Après, le souci, c'est que moi, j'utilise pas mal Snap.
Et du coup, prendre des snaps et mettre des textes dessus quand c'est en noir et blanc, en fait, c'est juste pas pratique parce qu'on sait pas si c'est bien lisible le texte ou pas. C'est tout bête. Hein. Mais je pense que j'utiliserai pas Snap quotidiennement. Je resterai en gris parce que je ressens vraiment ce côté de je suis juste moins attiré. Je l'utilise tout autant quand j'en ai besoin, mais je suis moins attiré. Et voilà, le seul souci, c'est prendre des photos. Après, il y a la possibilité de paramétrer le triple clic sur le bouton de démarrer de l'iPhone pour switcher entre le mode noir et blanc et le mode couleur. Donc ça, je l'ai activé, je l'utilise régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur de switcher à chaque fois. C'est pas une manip pratique, ça fait perdre du temps, des fois tu vas oublier de le repasser en noir et blanc, donc c'est pas pratique. Mais si vraiment il y en a parmi les utilisateurs du podcast qui se sentent trop addicts, qui veulent trouver une solution un petit peu bourrin, un petit peu efficace, je vous conseille vraiment de tester ça, et ça fait vraiment une fracture à laquelle on n'est pas habitué. Ouais, je me doute. Et oui, tu disais l'impact des couleurs du coup sur l'utilisation, elle est super importante. C'est quelque chose, honnêtement, ça va donner un dynamisme dedans. C'est vrai qu'elle est sur une interface complètement fade, parce qu'au final elle est réellement fade. On n'est pas juste sur du noir et du blanc, on est sur des teintes de gris, parce que les couleurs vont juste être transformées et converties en certaines teintes de gris. Donc c'est une interface tellement triste qui au final te donne pas envie d'être confronté à elle, quoi. Ah non, hein, ça t'attriste, ça te fait passer un mauvais quart d'heure, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc après c'est vrai que c'est une méthode assez dure pour passer. J'imagine déjà que moi la mienne m'a fait du mal au début, vraiment du mal. Donc tu l'as ressenti. Je l'ai vraiment ressenti, oui. C'est sûr au début. Et puis comme je disais, hein, les moments un petit peu cons où tu vas faire des actions et tu te rends compte que t'es robotisé en fait. T'agis plus en pleine conscience, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite app toujours dans cet esprit d'amélioration d'utilisation de notre téléphone à recommander? D'amélioration globalement? Honnêtement pas grand chose. J'utilise principalement les applications Apple. Vraiment, moi c'est les applications Apple que j'adore, que ce soit le calendrier Apple. Enfin, il est vraiment génial, il est extrêmement développé. On peut vraiment rajouter beaucoup de choses. Tout est synchronisé avec mon Mac, mon Apple Watch, tout un tas de choses. Et on peut rajouter des tags de couleurs, enfin tout un tas de choses. On peut exporter des calendriers et s'abonner à des calendriers qu'on a sur d'autres plateformes. Moi par exemple, je suis étudiant et mon calendrier qui se trouve du coup sur l'intranet de la fac, j'ai pu l'exporter sur mon calendrier Apple. Et du coup maintenant l'avoir sur mon téléphone, recevoir mes notifications à chaque début de cours, 30 minutes avant le début du cours, sur mon poignet pour juste me prévenir, il faut que tu ailles en cours. Toujours utile. Toujours utile. Et du coup, moi, je trouve que c'est génial, vraiment, le calendrier, l'utiliser plus même au quotidien pour organiser sa vie. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important que j'avais pas forcément avant. Et maintenant que j'ai pas mal d'activités, mon travail à côté de l'école en elle-même, tout un tas de choses, il faut que j'arrive à planifier les choses. Et je vous invite vraiment à tout organiser correctement pour vos journées, quoi. Et vous gagnerez du temps. Très bon tips. Hein. Moi, l'appli que je peux recommander, c'est Productive. Alors, c'est une appli que sur iOS qui est vachement bien. En fait, elle permet de garder ses habitudes. Tous les jours, tu vas dire je fais ça, et tu vas pouvoir le cocher à chaque fois. Et ça te fait une petite ligne verte qui se complète si tu réussis toutes tes habitudes tous les jours. C'est une appli que j'utilise depuis un moment, que je trouve en fait juste bien foutue, elle est jolie, elle est pratique, et en fait ça va te permettre surtout de bien se tenir à ses habitudes. C'est souvent extrêmement dur de se dire je vais aller courir une fois par semaine ou tous les jours je vais faire une petite séance d'anglais. Alors si vous avez ce problème, achetez une Apple Watch. Oui, pour le sport, l'Apple Watch, bien évidemment. On en reparlera dans le prochain épisode. Ça, c'est booké pour le prochain épisode. Mais pour les habitudes, voilà, généralement, tu vois. C'est vraiment une très bonne app qui permet de s'y tenir et de garder un petit peu cette motivation tous les jours, de faire ce petit truc qui va nous aider. Et du coup, moi, ça m'aide un peu dans mon hygiène, on va dire, de téléphone, parce que je sais que tous les jours, je vais essayer de checker un article en anglais sur l'appli Medium, et c'est au moins dans ces 3 heures par jour sur mon téléphone, du temps que je sais que je vais bien exploiter. Et je me force à le faire tous les jours. Enfin, à force, c'est aussi un plaisir, tu vois, une satisfaction. Mais Productive, une app que je peux vous recommander pour améliorer un petit peu vos habitudes et votre utilisation du téléphone ou d'autres choses. Ok, merci beaucoup parce que je connaissais pas non plus cette application, donc j'irai checker ça sur l'App Store après le podcast.
Eh ben, je pense qu'on a tout dit pour cet épisode. Hein. Ouais. Si on veut teaser le prochain, review de l'Apple Watch SE par Arthur. Bah bien sûr, étant donné que j'ai pu me la procurer et j'en suis très très heureux et je l'avais un petit peu annoncé, c'était un petit peu décidé lors de la fin du podcast puisqu'on en a parlé dans le podcast et ça m'a donné, ça m'a mis l'eau à la bouche et je me suis dit bon bah il faut que j'y aille, donc on parlera probablement, très probablement de ça, que du coup j'aurais pu tester pendant plusieurs semaines et donc j'aurai un avis relativement construit sur cette dernière. Ouais, carrément. Et puis on verra d'autres sujets bien sûr qui accompagneront ça. Que vous découvrirez si vous vous abonnez à la Causerie Tech. N'oubliez pas de le faire sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Hein. On est partout. On est partout, même sur YouTube. Même sur YouTube. Alors, le dernier épisode, l'avant-dernier n'y est pas encore. Il y a peut-être eu un oubli. Il y a peut-être eu un oubli, ça va être réglé. Normalement, quand vous entendrez ce podcast, tout ça sera réglé, ouais. Évidemment. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Là, moi, comme d'habitude, on va vous inviter à lâcher un petit commentaire, mettre une bonne note sur les différentes plateformes. Ça nous aide toujours à être référencés. À ne pas hésiter à nous contacter sur les réseaux sociaux, qui seront du coup en description à chaque fois. Comme toujours. Donc voilà, aucun souci avec ça. On sera là pour vous répondre et ça sera un plaisir. Super heureux. On sera très heureux, même si on répondra pas tout de suite parce qu'on n'a plus les notifications. Comme on l'a dit. En effet. Il peut y avoir un petit délai. Voilà, donc on répondra le plus rapidement possible en tout cas et ça nous fera plaisir. Moi, je vous souhaite une agréable soirée si c'est en soirée, une agréable journée si vous écoutez ce podcast en journée. Et Romain, je te laisse le mot de la fin. Une agréable matinée pour ceux qui l'écoutent en matinée. Oui, il y a des lève-tôt. Voilà, tout simplement. Et puis, partagez le podcast. Partagez le podcast. Oh non, pas la SMR. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de la Causerie Tech. Salut tout le monde.